Le nord de l'Ukraine tremble. Panique, évacuation, généraux en alerte. Faut-il s'attendre à un choc décisif? Les dernières 24 heures ont jeté un froid glacial sur l'état-major ukrainien. Après l'annonce du ministère russe de la Défense, une onde de panique a été détectée à Kiev. Dépêches urgentes, réunions de crise, ordres contradictoires révèlent un commandement désorienté, ébranlé par le tempo imposé par Moscou. Un signe alarmant? La visite surprise du général Valery Gerasimov, chef d'état-major russe sur le front nord. Son inspection n'est jamais anodine. Elle annonce souvent un basculement ou le lancement d'une opération d'ampleur. Cette fois, Gerasimov a publiquement félicité la progression de la Groupe Nord, confirmant des gains dans les oblasts de Soumy et Kharkiv. Même les sources ukrainiennes, d'ordinaire réticentes à admettre des revers, valident la perte de localités comme la nouvelle Mikhaïlivka ou l'expansion du saillant autour de Robov. Mais l'alerte la plus sérieuse résonne à Tchernihiv. 14 villages et bourgs sont en cours d'évacuation massive. La population civile fuit, les sirènes résonnent, les trains spéciaux se succèdent, tandis que les axes routiers sont embouteillés par des colonnes de réfugiés. Cette pression n'est pas accidentelle. Elle traduit l'intensification d'attaques russes qui ne visent plus seulement la ligne de contact, mais cherchent à déstabiliser l'arrière et à paralyser la logistique ukrainienne. La situation est si critique que des généraux ukrainiens, jusque-là optimistes, reconnaissent publiquement les succès tactiques russes dans le nord. Les cartes publiées sous la contrainte de la réalité tracent une zone tampon qui s'étend, jour après jour, grignotant les marges de la souveraineté ukrainienne. Il ne s'agit plus de quelques kilomètres gagnés, mais d'un basculement potentiel du front nord, susceptible de bouleverser tous les équilibres à la frontière russo-ukrainienne. Ignorer la gravité du moment, c'est risquer d'être dépassé par l'ampleur de ce qui se joue. La réputation de l'Ukraine, l'influence occidentale, la sécurité de millions de civils sont désormais en suspens. L'horizon politique et militaire du conflit pourrait s'en trouver radicalement transformé. Plongeons maintenant dans les faits, les mouvements de troupes et les décisions qui laissent entrevoir une nouvelle phase du conflit au nord. Quand un chef d'état-major se rend sur la ligne de front, ce n'est jamais un geste anodin. Surtout dans un conflit aussi tendu que celui en Ukraine. Le 31 décembre, le général Gerasimov, chef d'état-major russe, s'est déplacé personnellement pour inspecter les opérations du groupe Nord. Ce n'est pas une simple formalité, mais un signal fort envoyé à la fois à ses troupes et à l'adversaire. Durant sa visite, Gerasimov a validé plusieurs succès militaires. La prise de Logvinovchtchina et des avancées notables en territoire ukrainien, notamment dans les oblasts de Soumy et de Kharkiv. Ces victoires ne sont pas anodines, car elles marquent la progression méthodique d'une stratégie russe visant à sécuriser une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine. Chaque kilomètre gagné fragilise la défense ukrainienne et rapproche Moscou de ses objectifs politiques et militaires. Mais ce qui retient l'attention, c'est le timing de cette visite. Historiquement, les déplacements d'un chef d'état-major sur le terrain ne sont jamais improvisés. Ils précèdent souvent, ou suivent de près, le lancement d'offensives majeures. C'est un moyen de galvaniser les troupes, de trancher des décisions cruciales et d'afficher la détermination du commandement. Pour l'état-major ukrainien, ce déplacement est vu comme un avertissement. Les stratèges de Kiev redoutent qu'il annonce une opération d'envergure, susceptible de bouleverser l'équilibre actuel sur le front nord. D'ailleurs, les médias et analystes ukrainiens eux-mêmes commencent à reconnaître, même à contre-cœur, la réalité de ces gains russes et la pression croissante exercée sur leur défense. Ignorer ce type de signal, c'est se priver d'un indicateur précieux pour comprendre les intentions réelles de la Russie. C'est aussi risquer de rater l'opportunité d'anticiper les prochains mouvements du Kremlin au détriment de la sécurité régionale et de la préparation de la défense ukrainienne. Pour mesurer concrètement la gravité de la situation, il faut examiner de près les dernières avancées russes sur le terrain et la façon dont elles sont désormais reconnues, même du côté ukrainien. Quand l'ennemi finit par admettre ses pertes, c'est souvent trop tard. Regardons d'abord la réalité du terrain. Ces dernières semaines, les forces russes ont accumulé une série de victoires concrètes. Prise de Logvinovchtchina, progression à Ioannovka, avancée de plus de 500 mètres à Krasnopol, capture décisive de Novo-Mikhaïlovka, élargissement du saillant près de Grabovskoïe et poussée continue à Dvoretchanskoïe. Chaque localité tombée ou chaque mètre gagné a contribué à creuser l'écart entre le discours officiel ukrainien et la situation réelle sur le front. Ce fossé s'est révélé au grand jour lorsque le canal Deep State UA, pourtant réputé pour sa couverture pointue des combats, a fini par reconnaître la perte de Novo-Mikhaïlovka et de Grabovskoïe.
près d'un mois après les faits. Ce retard dans la communication tranche avec la rapidité habituelle des annonces de victoire ou de contre-offensive. Il traduit une gêne, voire un déni progressif. Autre signe révélateur, la presse ukrainienne a tout simplement cessé d'évoquer la fameuse contre-attaque vantée tout le mois de décembre. Ce silence soudain en dit long. La dynamique s'est inversée. L'initiative n'est plus du côté ukrainien. Les termes changent, les explications s'effacent, la réalité s'impose peu à peu. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard ou d'une percée isolée. Elle résulte d'une stratégie russe méthodique d'usure. Jour après jour, l'aviation, l'artillerie et les drones kamikazes pilonnent les lignes ukrainiennes, désorganisent la logistique, minent le moral. Les attaques sont continues, précisément coordonnées, avec l'objectif clair d'épuiser progressivement les défenses adverses. Côté ukrainien, la situation devient intenable. Les pertes s'accumulent, les réserves s'amenuisent et la mobilisation forcée s'accélère. On envoie sur le front des hommes souvent mal préparés pour combler les brèches à tout prix. La fatigue, le manque de rotation, l'incertitude grandissante, tout cela érode jour après jour la capacité de résistance. Pour Kiev, l'enjeu n'est plus seulement un village ou une position stratégique. Il s'agit désormais de tenir la ligne face à une armée qui impose, mètre après mètre, une nouvelle réalité territoriale. Pour la Russie, c'est l'occasion d'installer un fait accompli, difficile à contester sur le plan diplomatique comme médiatique. Or, tous les regards se tournent désormais vers un secteur précis, la zone de Staritsia et Ternova. Pourquoi cette région en apparence anodine devient-elle le prochain épicentre du conflit ? Dans un instant, nous verrons pourquoi Staritsia et Ternova concentrent aujourd'hui toutes les tensions et ce qui pourrait s'y jouer dans les jours à venir. Le front nord s'embrase sous nos yeux. À Staritsia et Ternova, une nouvelle zone très chaude inquiète désormais les deux états-majors. Dans ces villages, situés à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, la tension atteint un niveau inédit depuis le début de l'année 2022. Les forces russes ont adopté une stratégie d'infiltration précise, progressant silencieusement par les lisières boisées. Cette méthode réduit considérablement leurs pertes tout en mettant la pression sur les lignes ukrainiennes qui peinent à repérer et contenir ces avancées. La progression n'est pas spectaculaire en kilomètres, mais elle est méthodique et continue, ce qui marque une évolution par rapport aux offensives frontales du passé. Pour accompagner ces mouvements, la Russie mise sur une supériorité technologique et tactique. L'aviation russe opère quotidiennement dans le secteur, multipliant les frappes ciblées. Surtout le déploiement intense du TOS-UNA, un système lance-flammes lourd redouté, accentue la pression psychologique et matérielle sur les défenseurs ukrainiens. Les explosions et incendies provoqués détruisent les fortifications et déstabilisent les défenseurs. Même les officiers ukrainiens le reconnaissent, la situation est grave. Plusieurs d'entre eux parlent ouvertement d'une zone devenue très chaude, où la moindre erreur pourrait déclencher une débâcle. Les chaînes officielles, d'habitude plus optimistes, multiplient les alertes et évoquent la possibilité d'un affrontement frontalier majeur dans les jours à venir. Le risque n'a rien d'abstrait. Si l'Ukraine échoue à tenir ce secteur, les portes s'ouvrent sur une avancée russe bien plus profonde. Une percée ici permettrait aux forces russes de menacer directement la route de Kiev, mais aussi de couper les arrières ukrainiens dans tout le nord-est du pays. C'est une perspective qui rappelle les pires heures de 2022, mais avec un changement de taille, la ligne de front qui s'était éloignée s'approche à nouveau dangereusement de Tchernihiv et de la région de la capitale. L'évolution qualitative de la situation ne laisse guère de doute. La Russie ne cherche plus seulement à gagner du terrain, mais à imposer un fait accompli, une nouvelle réalité stratégique. Si Staritsia et Ternova tombent, c'est toute l'architecture de la défense ukrainienne au nord qui vacille, et le reste du pays devient vulnérable à une attaque de grande ampleur. Mais ce n'est pas tout. Alors que la tension monte ici, une autre alerte se profile au nord avec l'évacuation de 14 localités dans la région de Tchernihiv. Que révèle ce mouvement massif de civils ? Signe-t-il l'imminence d'un choc encore plus large ? Regardons de plus près cette évacuation d'une ampleur inédite. Qu'est-ce qui pousse les autorités à agir aussi vite ? Et quels indices donnent-elles sur les préparatifs militaires en cours ? Évacuer des civils, c'est admettre que la bataille est déjà perdue. L'ordre soudain d'évacuation de 14 localités dans les secteurs de Semenivka et Novgorod-Siversky n'est pas un simple geste humanitaire. Il révèle une signification profonde. Les autorités ukrainiennes reconnaissent implicitement leur incapacité à défendre toute cette zone stratégique. Mais pourquoi cet espace suscite-t-il tant de tensions ? C'est ici, à seulement un peu moins de 500 km de Moscou, que le terrain est idéal pour le lancement de drones longue portée visant la capitale russe.
Contrôler ou neutraliser ce couloir, c'est priver l'Ukraine d'un levier stratégique majeur, utilisé ces derniers mois pour mener des frappes spectaculaires bien au-delà du front. Pour Moscou, l'enjeu est direct, la sécurité même de la capitale. La logique qui sous-tend cette avancée est donc limpide. En créant une zone tampon étendue sur plusieurs centaines de kilomètres, les forces russes s'efforcent d'éloigner définitivement cette menace, repoussant la ligne de contact et rendant presque impossible les attaques de drones contre Moscou. L'évacuation massive de la population met en lumière la mise en œuvre concrète d'une promesse martelée par les autorités russes: instaurer une zone de sécurité qui protège le cœur du pouvoir. Sur le terrain, cette dynamique se traduit par un déplacement forcé de milliers de personnes et par l'abandon de toute velléité de résistance dans la région ciblée. Pour l'Ukraine, la perte de ces localités signifie non seulement un recul territorial, mais aussi une démonstration évidente d'impuissance, tant vis-à-vis de sa propre population que de ses alliés occidentaux. C'est un coup porté à sa réputation et à sa capacité à peser dans la suite du conflit. Le basculement est clair, ce n'est plus seulement une question de position militaire, mais bien un affrontement sur le terrain de la sécurité nationale et de la communication politique. Mais une question dérangeante demeure. Cette préparation n'annonce-t-elle pas la phase finale d'un encerclement de Tchernihiv et un nouveau tournant de la guerre? La suite de l'offensive russe pourrait bien viser l'isolation complète de Tchernihiv, changeant à jamais l'équilibre du nord du front. Que risquent alors les civils restants et quelles options restent à Kiev? Tchernihiv va-t-elle devenir le prochain symbole de la bascule du conflit? Cette question, aujourd'hui sur toutes les lèvres, cristallise l'inquiétude alors que l'évacuation de 14 localités dans la région vient d'être ordonnée. Preuve que la menace n'est plus théorique mais bien réelle et imminente. Nous assistons à un moment charnière. La stratégie russe ne vise plus seulement des gains kilométriques, mais l'imposition d'un fait accompli, redéfinissant l'équilibre militaire et politique. Pour l'Ukraine, perdre le contrôle de cette zone, c'est non seulement affaiblir sa position aux yeux du monde, mais aussi être privé d'un espace essentiel pour les opérations contre Moscou. Ignorer ces signaux reviendrait à fermer les yeux sur la préparation d'un prochain acte majeur de cette guerre, un acte dont les conséquences en cascade pourraient en dépasser la seule ligne de front. L'enjeu est double: comprendre la dynamique réelle du conflit et mesurer ce qu'impliquerait ce basculement stratégique pour la sécurité régionale, la crédibilité ukrainienne et l'influence occidentale. La panique qui s'empare de l'état-major ukrainien marque le début d'une nouvelle ère sur le front nord. L'issue de ce bras de fer ne se joue plus simplement à la lance-roquette ou à la manœuvre, mais sur la capacité à anticiper et à s'adapter à une stratégie d'usure qui cherche à épuiser non seulement les troupes, mais aussi le moral et la volonté politique de Kiev. Sommes-nous prêts à accepter ce tournant? Refuser de voir l'évolution du conflit, c'est prendre le risque de juger trop tard la portée des événements et d'être dépassé par une nouvelle réalité militaire. L'histoire retiendra-t-elle Tchernihiv comme le point de non-retour, celui où le tempo de la guerre a changé? Alors que les regards sont tournés vers le nord, une question s'impose. Comment l'Ukraine et ses alliés vont-ils réagir à cette dynamique imposée et quelles options leur restent-ils vraiment pour inverser la tendance?